Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode spécial AWS Reinvent du podcast AWS en français. Un troisième épisode consacré aux annonces faites pendant la conférence Reinvent à Las Vegas. Dans cet épisode, nous allons parler de gestion d'accès à Amazon S3, d'un nouveau tiers de stockage pour DynamoDB et puis d'une série de nouveaux services pour vous aider à gérer vos réseaux dans le cloud. Le podcast AWS en français, c'est parti, c'est maintenant. Bonjour et merci d'écouter le podcast AWS en français, vous le savez cette semaine, un épisode par jour quasiment avec un petit résumé en un quart d'heure des principales annonces qui ont retenu mon attention et que je suppose seront intéressantes pour vous également, vous qui êtes des doueurs, des builders, des développeurs au sens large du terme, des gens qui vous avez les mains dans la console, les mains dans le code, les mains dans le cambouis et c'est pour vous et en pensant à vous que je fais cette sélection d'annonces. La première, elle date pas d'hier, elle date d'il y a 2 ou 3 jours à Reinvent, mais d'une façon ou d'une autre, je l'avais loupée et je pense qu'elle est importante, donc je voulais la remettre à sa place ici maintenant. C'est un nouveau moyen de gérer les accès aux données qui sont stockées dans Amazon S3. Vous savez, historiquement, S3 a un système d'Access Control List d'ACL qui a été remplacé, je vais dire, largement par les règles IAM que vous mettez soit sur les buckets, soit sur les entités qui accèdent aux objets dans vos buckets. Mais le vieux système d'ACL est toujours là, pour des raisons de rétrocompatibilité principalement. Et il y a un souci si vous gérez les ACL dans vos buckets, c'est que le propriétaire d'un objet dans un bucket n'est pas nécessairement le propriétaire du bucket. Je m'explique, je crée un bucket dans mon compte et puis j'autorise quelqu'un d'un autre compte à venir créer des objets chez moi. C'est typiquement ce que vous faites avec CloudTrail par exemple. Eh bien, c'est le créateur de l'objet qui est le créateur, qui reste le propriétaire de l'objet. Et donc ça, depuis quelques mois maintenant, Amazon S3 vous permet de transférer la propriété d'un objet au vrai propriétaire du bucket, qui peut enfin contrôler les objets qui sont dans son bucket, c'est lui qui les paye après tout, donc c'est bien normal. Et en plus maintenant, il y a la possibilité de complètement désactiver les ACL, c'est-à-dire les ACL ne seront plus appliqués sur le bucket et le bucket sera uniquement géré avec les permissions IAM et les permissions du bucket. Mieux que ça, c'est même le mode par défaut. Si vous créez un nouveau bucket maintenant, les ACL seront désactivés. Les ACL restent là, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des applications un peu plus anciennes, ce qu'on appelle du Cloud Legacy maintenant, qui utilisent les ACL, elles seront toujours là. On ne prévoit pas, en tout cas, de les supprimer, mais elles ne seront plus activées par défaut. Donc c'est plutôt une bonne chose. Ça simplifie la gestion des accès à vos objets dans Amazon S3. Amazon DynamoDB a un nouveau tiers de stockage qui s'appelle Amazon DynamoDB Infrequent Access. Donc le cas d'utilisation ici, ce sont les grandes tables avec beaucoup de volume de données, mais très peu d'accès. Si vous avez des use cases comme ça, pour le moment, vous payez le plein pot, le prix courant de DynamoDB. Vous pouvez économiser jusqu'à 60% sur ce prix en basculant vos tables vers ce nouveau mode de stockage. Donc vous allez payer moins cher le stockage, mais vous allez payer un tout petit peu plus cher les appels d'API pour lire ou pour écrire sur la table. Donc beaucoup de stockage, peu d'appels. Envisagez de switcher vos tables vers le standard Infrequent Access. Ça peut être fait à la création de la table et ça peut être fait aussi à n'importe quel moment sur une table existante. Donc vous pouvez convertir vos tables existantes également vers ce nouveau mode de stockage. Donc je rappelle, ça s'appelle Standard Infrequent Access pour DynamoDB et vous pouvez économiser jusqu'à 60% du coût de stockage sur DynamoDB. RDS Custom arrive pour SQL Server. RDS Custom, j'en avais déjà parlé dans le podcast il n'y a pas très longtemps. C'est cette possibilité que vous avez en créant des bases de données, de créer des bases de données RDS, donc entièrement managées par nous, avec toutes les choses que vous aimez, que vous connaissez depuis 10 ans sur RDS, les backups automatiques, le patching automatique, mais en plus vous avez accès cette fois-ci au système d'exploitation sous-jacent. Donc vous pouvez faire une connexion SSH à la machine. C'est pourquoi ça peut être utile. Ça peut être utile pour des questions de gestion de licence par exemple, ou sur certaines bases de données où vous avez besoin d'installer des packages au niveau du système d'exploitation. C'était pas possible avec le Amazon RDS entièrement managé. Donc ici, c'est toujours nous qui manageons l'installation de la base de données, le patching, etc. Mais vous avez accès à l'instance OC2 sous-jacente. Donc ça s'appelle RDS Custom. C'était disponible pour Oracle et maintenant c'est disponible également pour SQL Server.
Une première nouveauté réseau qui s'appelle VPC IP Address Manager pour gérer vos adresses IP. Si vous avez beaucoup de VPC, beaucoup de comptes sur plusieurs régions, vous savez que la gestion des adresses IP, ça peut être un cauchemar parce que ces ranges d'adresses IP ne peuvent pas se chevaucher pour des questions de routage. Et donc c'est parfois assez difficile de savoir quels sont les ranges que vous pouvez allouer dans un VPC ou pas. Donc ici, avec ce nouveau service, vous pouvez définir vos pools d'adresses IP au niveau de votre compte et vous pouvez segmenter ces pools, soit par région, soit par domaine fonctionnel, les pools pour les développeurs par exemple, pour les environnements de développement, les pools pour les environnements de test et de production, ou par des environnements business, je sais pas, la comptabilité, les ressources humaines, etc. Donc vous définissez vos pools d'IP, et puis plus tard, quand vous créez des VPC, plutôt que de hardcoder vous-même le range cider, vous pouvez dire, tu prends un range du pool que j'ai alloué au niveau de mon compte, et de cette façon, le système s'assure qu'il n'y ait pas d'overlap ou de réutilisation de pool d'adresses IP. Mieux que ça, le système peut vous faire également un rapport des différents taux d'utilisation des pools, des range siders qui sont utilisés, voire même des adresses IP qui sont utilisées dans un range cider. Par exemple, si vous avez des subnets à très haute densité de containers qui consomment beaucoup d'adresses IPv4 par exemple, eh bien vous pouvez mettre des alertes quand vous atteignez la limite du nombre d'adresses IP libres sur un subnet spécifique. Allez jeter un coup d'œil au blog post, il a été écrit par mon collègue Steve Roberts. Et comme d'habitude, je vous laisse tous les liens de tout ce que je parle dans les notes du podcast. Donc vous scrollez un peu dans votre application de podcast et vous trouverez les liens vers les articles en anglais. Autre nouveauté, elle concerne le réseau toujours, VPC Network Access Analyzer, qui permet d'analyser les chemins, les politiques d'accès à votre réseau. Vous commencez par définir des scopes. Des scopes, c'est des zones de votre réseau. Par exemple, ce réseau-là, c'est mon réseau de production. Celui-là, c'est mon réseau de développement et de test. Et puis des règles en disant, voilà, ce réseau-là, il peut parler à l'extérieur, ou il peut communiquer avec tel autre réseau VPC interne, ou celui-là, il peut recevoir des appels de l'extérieur, tandis que celui-là, il est private, il ne peut pas recevoir des appels de l'extérieur. Donc, vous définissez vos bulles, vos scopes et les règles d'accès. Et puis, Network Analyzer va analyser votre configuration et vous donner une espèce de topologie avec ces découvertes et vous dire quelles sont les cartes réseau, les INI, qui sont conformes à vos règles ou celles qui ne sont pas conformes à vos règles, et vous donner le chemin d'accès. Vous expliquez aussi pourquoi ce n'est pas conforme. Dire, tiens, si on passe par tel Internet Gateway, tel Transit Gateway, on arrive à accéder via tel Security Group à votre INI alors que vous avez dit que vous ne vouliez pas. Donc ces findings sont extrêmement détaillés, très graphiques, très visuels. Allez voir les screenshots dans la console. Assez facile de comprendre pourquoi une règle a été déclenchée ou pas déclenchée. On offre 5 templates de scope, par exemple accès à Internet ou Trusted Network ou aucun trafic HTTPS entrant. Et puis vous pouvez créer vos propres règles également. Donc ça s'appelle Network Access Analyzer. On va l'étendre aux organisations, donc on pourra faire ça de façon globale sur tous les comptes dans une organisation, et on va l'étendre à IPv6 aussi. Pour le moment, c'est uniquement IPv4. AWS Shield, qui est une protection contre les attaques de type DDoS, la version Advanced, donc la version payante qui vous permet de vous protéger contre des attaques sophistiqué au niveau application, au niveau set, avec l'aide des experts d'AWS. Un update également, il permet maintenant, dans cette version Advanced, de créer automatiquement des règles de remédiation aux attaques et d'aller inclure ces règles dans le Web Application Firewall. Donc comment ça marche ? Il y a d'abord une première phase d'observation de 30 jours de ce que c'est que le trafic réseau normal sur votre application. Et puis à partir de là, quand il détecte des attaques DDoS, il peut, si vous l'activez, essayer d'identifier la signature de ces attaques DDoS et automatiquement générer des règles pour le Web Application Firewall et les déployer automatiquement pour vous, là où avant c'était à vous de définir quelle était la bonne règle et à vous de la déployer sur le Web Application Firewall. Donc pour ceux d'entre vous qui utilisent AWS Shield Advanced, regardez cette mise à jour de cette possibilité de déployer des règles automatiquement sur le Web Application Firewall.
Un nouveau Amazon Inspector aussi. Amazon Inspector, c'est ce service assez vieux déjà, hein, ça a 6 ou 7 ans, qui, moyennant l'installation d'un petit agent, pouvait scanner vos instances, le système d'exploitation, les applications, détecter les vulnérabilités connues. Donc, il check toutes les versions des frameworks, des librairies par rapport à la base de données CVE qui contient la liste de toutes les vulnérabilités de sécurité connues et génère des alertes, notamment dans Security Hub. C'était basé sur un agent, ça ne l'est plus. Enfin, il y a toujours un agent, mais c'est celui de System Manager qui est installé de toute façon. Donc, il n'y a plus besoin d'installer un agent spécifique pour Inspector. Ça s'intègre avec organisation, ça s'intègre avec Event Bridge aussi, donc vous pouvez maintenant avoir des événements qui sont générés sur les findings, sur les découvertes d'Inspector, et donc faire de la remédiation automatique, par exemple aller rebuilder un EMI ou aller patcher avec un System Manager une instance automatiquement. Il s'attaque aux containers également. Jusqu'à présent, l'agent était capable de voir le système d'exploitation et les installations, les applications installées directement sur le système d'exploitation. Maintenant, il est capable également d'aller jeter un coup d'œil dans les containers qui tournent sur EC2. Il scanne notamment aussi les containers qui sont dans Elastic Container Registry. Donc, nouveauté côté Inspector, si vous utilisez Inspector, jetez un coup d'œil à cela. Et bien voilà, c'est tout pour ce 3e récap. Il y en aura encore un demain, un 4e récap avec les annonces de la dernière journée de reInvent, celles qui seront faites notamment pendant la keynote de Werner. Merci d'avoir écouté ce récap reInvent, 3e épisode spécial jusqu'au bout. Rendez-vous à demain pour le dernier. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.